Donc je vais présenter la journée en lieu et place de Jean-Marc Jancovici. Donc on a pris un peu de retard sur le programme, hein, mais on va commencer en introduction par écouter deux speakers. Donc tout d'abord Jean-Christophe Carteron, donc dans l'ordre inverse de ce qui est présenté, qui est donc directeur de Catch Business School. Qui est directeur RSE de Catch Business School, qui vient du secteur aéronautique, qui a dirigé le département marketing et avant de se consacrer au développement durable de son école pour devenir un acteur très important dans la définition et l'élaboration de la stratégie de l'école, dans l'aide au développement de la recherche et des activités pédagogiques sur le développement durable. C'est aujourd'hui un acteur principal de beaucoup d'initiatives et de groupes de travail sur la responsabilité sociale des établissements dans l'enseignement supérieur. Donc il pourra à cette occasion vous faire un petit récapitulatif et un petit compte-rendu de ses activités en la matière et de son point de vue sur le sujet. Jacques Trainer, donc directeur président du comité scientifique du Shift Project, qui prendra sa suite pour expliquer aussi un petit peu ses activités dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc qui lui est physicien, mais a eu l'occasion de donner des cours sur les questions de la transition et de l'énergie, à la fois dans des écoles techniques d'ingénieurs, mais aussi dans des écoles comme à Sciences Po, et qui donc est un petit peu à la croisée des sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Donc à partir de ces deux expériences, on va continuer la journée avec la présentation du rapport qui sera faite par Marion Berthaud et moi-même qui avons travaillé sur ce projet depuis plusieurs mois. S'en suivra une pause café suivie d'une table ronde donc avec plusieurs acteurs de l'enseignement supérieur que je vous présenterai à ce moment-là. Pour ceux d'entre vous qui ont prévu de rester l'après-midi, nous avons également organisé des ateliers collaboratifs qui, donc, sur la base de ce qui aura été dit lors de la présentation du rapport, approfondi lors de la table ronde, donc avec les personnes qui y participeront, on aura l'occasion d'entrer plus en profondeur dans un certain nombre de points de détail du rapport dont il nous paraissait nécessaire de discuter plus avant avec des parties prenantes de l'enseignement supérieur. Donc un atelier sur les cours, à la fois les contenus et la forme des cours sur les enjeux liés à la transition. Le rôle de l'État et le rôle qu'il peut tenir dans l'enseignement supérieur de ces questions-là. Le rôle des établissements également et leur manière et la manière de les encourager aussi et pour eux de se positionner par rapport à ces sujets-là. Et enfin, un atelier sur le rôle des parties prenantes, puisqu'au-delà de l'État, des établissements, des étudiants, il y a aussi des étudiants et d'autres acteurs, les entreprises, les classements, les médias, tout un tas d'autres acteurs qui jouent un rôle, donc, comme on aura l'occasion de le voir lors de la présentation. Donc ce sera l'occasion d'un peu plus approfondir ces questions-là avec vous et avec des personnes qui connaissent le sujet de manière un peu plus complète. Et donc ces ateliers seront suivis d'une restitution qui durera à peu près 1 heure. Et puis enfin une conclusion, et la journée devrait se terminer à peu près vers 17h30. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Jean-Christophe Carteron pour ensuite laisser parler Jacques Trainer pour entamer cette journée très, très remplie. Bienvenue Jean-Christophe. Merci Clémence. Comme j'ai l'habitude de faire des restitutions d'ateliers qui ont duré une demi-heure en 3 heures, j'ai toujours mon prompteur, comme ça me permet de voir le timing. Donc je vais essayer de rester dans les 10 minutes qui me sont accordées. Bonjour à toutes et à tous. Jusqu'au sommet de la Terre de Rio en 2012, les patrons d'universités et de grandes écoles, alors américaines, mais clairement aussi françaises et européennes, avaient quand même une habitude ou une posture très claire qui était de se dire notre boulot en tant que patron d'école, c'est de donner des outils super performants pour que demain nos étudiants qui deviennent nos diplômés puissent devenir des capitaines d'industrie, des ingénieurs géniaux, des entrepreneurs, des chercheurs, voire des prix Nobel. Et tout ça, c'est très, très, très bien. Mais évidemment, ils oubliaient le fait que certains de nos diplômés, enfin pas les miens par Catch bien sûr, mais dans les autres écoles, potentiellement peuvent produire autre chose que ça. Et notamment
Si certains diplômés inventent des subprimes, de la déforestation, du travail d'enfants, du dumping social, environnemental, ou tout simplement, ce qui est évidemment le sujet d'aujourd'hui, des produits ou des services excessivement carbonés, c'est pas de leur faute. Et malheureusement, c'était non seulement pas de leur faute, mais évidemment pas de leur responsabilité. Ce qu'on a fait à Rio, avec différentes branches des Nations Unies, donc il y a 8 branches aujourd'hui, l'UNESCO, l'UNEP, Global Compact, le programme des Nations Unies pour le UNDESA, le Conseil économique et social des Nations Unies, etc. C'est qu'on a été voir une cinquantaine de réseaux académiques dans le monde, donc en France par exemple la Conférence des grandes écoles, la Conférence des présidents d'universités, mais aussi des réseaux étudiants comme le REFED. Et puis ensuite, on a été voir des patrons d'université, donc des présidents, des doyens, des chanceliers, etc. Et on leur a dit, ben voilà, c'est simple, on souhaiterait que vous reconnaissiez votre responsabilité, bien entendu pas votre culpabilité, mais votre responsabilité, et que vous vous engagiez dans les années à venir à mettre du développement durable, surtout les aspects du développement durable, dans votre recherche, dans la pédagogie, dans la gestion de votre campus, etc. Et il se trouve que cette initiative est devenue la plus grosse contribution volontaire de tout le sommet de la Terre. Et ce qui fait que depuis, on surfe un peu là-dessus et il y a différents projets qui ont pu émerger, et notamment des projets à l'échelle très locale, à la fois au niveau des écoles, mais aussi évidemment au niveau des pays, comme ce qui est fait au niveau de la CGE, de la CPU. Quand on parle de responsabilité des établissements d'enseignement supérieur, en fait, vous connaissez pour la plupart d'entre vous le sujet, mais grosso modo, on parle de 2 niveaux. Comme n'importe quelle organisation, mon école pollue et discrimine. Je consomme des ressources, j'émets du CO2, je ne suis pas représentatif de la société française en termes de diversité sociale ou de handicap, bien entendu. Donc, il y a une série d'actions à mettre en place par rapport à ça. Mais comme je ne suis pas une entreprise qui fabrique des boîtes de petits pois, mais qui fabrique des diplômés, eh bien, j'ai évidemment une responsabilité à faire que ces diplômés, demain, dans leur comportement, dans leur prise de décision, puissent intégrer les grands enjeux de la planète et de l'humanité dans leur quotidien. Le vrai truc, c'est que depuis des années et des années, depuis certainement le début de l'invention des universités, il y a des gens fabuleux qui, au quotidien, essayent de faire des choses géniales chez eux, qui essayent de mettre ici une chaire de recherche, ici un green campus. Aux États-Unis, vous allez sur des campus qui sont vous avez l'impression que c'est des parcs nationaux. Enfin, c'est absolument fabuleux, avec une gestion environnementale délirante. Vous avez des cours, des masters spécialisés, ou des profs qui arrivent à mettre dans leurs cours des choses absolument géniales, mais en règle générale, malheureusement, ces gens-là, ça malheureusement pas, et on le verra tout à l'heure dans le rapport de Clémence, que présentera Clémence, pardon, on n'a pas du tout réussi le changement d'échelle. Et la raison principale pour laquelle on n'a pas réussi ce changement d'échelle, c'est que on a été très dans la politique des petits pas, et que au mieux on laisse faire les gens en place. En règle générale, on leur donne absolument aucun moyen pour aller un tout petit peu plus loin que ce qu'ils ont envie d'essayer de faire à leur petite échelle. Alors parfois on leur dit que c'est très bien ce qu'ils font, hein, mais en tous les cas, derrière, dès qu'on commence à chatouiller le système du business as usual des universités, des grandes écoles, c'est un peu compliqué. Par exemple, si je prends juste un indicateur, le fait d'avoir un poste de directeur du développement durable avec une équipe et un budget, je pense qu'on doit être en France 2, 3. Quand je parle d'un budget, je parle d'un vrai budget, un budget pour faire des choses. Je pense qu'on doit être 2, 3, peut-être 4 en France, quand la quasi-totalité des entreprises, depuis un paquet de temps, ont commencé déjà à structurer ça. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un directeur développement durable? Ça peut toujours être un grand débat. Mais en tous les cas, le fait d'avoir une stratégie coordonnée par des gens est souvent un indicateur pour voir comment est-ce que les choses peuvent avancer. Alors, évidemment, avec ce peu de moyens, c'est pas étonnant que malgré toutes les bonnes volontés et l'énergie délirante que chacun d'entre vous, certainement, mettait, on n'arrive pas à aller beaucoup plus loin.
Ce qui est très très surprenant par contre, c'est la déconnexion complète des établissements d'enseignement supérieur avec leurs clients, c'est-à-dire avec leurs étudiants. Et on le voit à la fois avec des initiatives comme celle qui vient de sortir là, il y a quelques semaines sur le manifeste des étudiants pour la transition, je ne vais pas écorcher, pour le réveil écologique, pardon, mais comme aussi des choses qui sont des enquêtes qui sont faites régulièrement. Je pense à NUS en Angleterre, qui depuis un paquet de temps fait des études et qui corroborent un peu les choses, par exemple, qu'on a vues dans le manifeste. Eux, ils avaient l'été dernier, ils viennent de sortir un rapport. Il y a 75% des étudiants, sur, je crois que c'est un échantillon de 12 000 personnes, qui sont prêts à perdre 1000 livres 1000 livres sur 20 000, hein, qui est le salaire moyen, pour aller dans des entreprises qui seraient reconnues comme étant engagées, etc. Le rapport que fait le REFED, pour ceux qui ne connaissent pas les présidents, monsieur le président, le dernier date peut-être il y a 2 ans maintenant, un an ou 2 ans, mais on voit très clairement que les étudiants ont non seulement un début de connaissance, et je pense que c'est quelque chose qui sort aussi du rapport, une véritable envie d'apprendre et une attente absolue par rapport à leurs établissements d'enseignement supérieur. Nous, si je prends juste mon école, on fait des enquêtes chaque année au moment où les étudiants rentrent et puis au moment où ils sortent. L'année dernière, on n'a pas encore analysé les chiffres du mois dernier, mais pour la rentrée donc 2017, on avait ce qui est très intéressant, c'est que c'est sur n'importe quel champ ou n'importe quel type d'activité de l'école, hein, c'est-à-dire qu'ils sont très 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 demandeurs de choses sur la recherche, la pédagogie, la gestion environnementale de leur campus, et après on peut rentrer dans le détail, hein, la restauration, le transport, etc., etc., avec des choix d'étudiants qui disent que ça devrait être obligatoire ou au cœur de la stratégie, ou c'est très important, entre 65 et 87% pour chacun en fonction des items, et surtout tous les sujets liés au développement durable, avec la partie énergie, ressources et climat, qui est l'item le plus cité. 97% des gens souhaitent qu'on fasse des choses dans ce cadre-là, et 94%, pardon, excusez-moi. Et le deuxième point, c'est ce qui arrive derrière, le deuxième sujet, c'est la non-discrimination avec 90%. Alors clairement, dans un établissement, et on aura la chance d'avoir dans les panels et puis dans les ateliers cet après-midi un certain nombre de personnes qui vont expliquer ce qu'ils essayent de faire ou ce qu'ils ont réussi à faire, bien sûr. Ce que nous, on essaye de faire depuis maintenant une douzaine d'années que j'ai la chance de piloter cette direction, c'est une approche systémique. Ils nous appellent les virus, j'assume assez bien, avec toute la limite d'ailleurs qui sort très clairement dans le rapport. C'est-à-dire qu'en termes de profondeur, comment est-ce qu'on va réussir à aller au-delà de ça, pour aller, c'est très bien d'avoir cette compréhension globale des grands enjeux, etc. Et après, ça nécessite d'avoir un peu plus clairement des connaissances et des compétences. Un des projets sur lesquels on travaille depuis l'année dernière, on a lancé un outil qui s'appelle le Sully-Test, qui est un espèce de TOEFL du DD qui est diffusé à peu près partout. L'année dernière, on a monté un module spécifique sur l'énergie, sur l'ODD numéro 7, avec l'UNDESA, donc le département économique et social affairs des Nations Unies. Et on va créer des modules comme ça spécifiques, donc on va certainement en faire un sur le climat, etc. Et en parallèle de ça, avec notre corps professoral, on est en train de travailler, donc là c'est sur des thématiques particulières, comme en effet le climat et l'énergie. Et en parallèle de ça, avec nos profs, on est en train de travailler aujourd'hui pour fabriquer des modules spécifiques sur les compétences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait, alors nous dans une école de management, mais ça peut être tout à fait transcrit dans une école d'ingénieur ou n'importe quel type d'université, quelles sont les compétences qu'il faudrait absolument avoir pour pouvoir agir de façon responsable. Juste, et je finis là, moi, ce que j'attends des ateliers cet après-midi, en tous les cas, c'est mon souhait, c'est que, et des débats qui va y avoir, c'est qu'on puisse aller au-delà de voilà, ça marche pas, mais qu'on essaie de comprendre pourquoi, malgré toute cette superbe initiative, cette superbe énergie et toutes les initiatives géniales qu'il y a pu avoir dans tous nos établissements, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi, quelles sont les bonnes raisons de ne pas réussir. Et je pense que ça, c'est super important parce que
il y a des notions de gouvernance qui sortent aussi dans le rapport. Je pense que les indicateurs, le fait de ne pas avoir des indicateurs, moi je me suis battu pour avoir on a 5 indicateurs RSE à Cage, dont un neutralité carbone en 2028. Je vois, donc ça veut dire c'est un des objectifs qui est dans le plan strat et qui doit être absolument, qui est suivi par le conseil d'administration, hein, donc il y a un vrai enjeu pour nous. Même avec ça, c'est compliqué, mais alors sans ça, c'est sûr qu'on n'y arriverait jamais. Hein, on pourrait faire des petits trucs rigolos à droite à gauche, mais c'est tout. Et il y a deux éléments, et je m'arrête là. C'est évidemment, on a une chance dans les établissements d'enseignement supérieur d'avoir des chercheurs en règle générale assez fabuleux qui peuvent clairement, si on arrive à transformer de la recherche en quelque chose de compréhensible pour le clampin moyen, peuvent avoir, ou pour le chef d'entreprise accessoirement, peut avoir un impact absolument gigantesque. Par contre, je vous invite à aller voir une conférence auquel j'ai eu la chance d'assister aux États-Unis d'une chercheuse qui s'appelle Katharine Hayhoe, sur la polarisation politique. Et elle a fait une étude alors aux États-Unis, mais vu ce qui vient de se passer ce week-end, ça me paraît excessivement important qu'on réfléchisse aussi à ça. Elle s'est rendue compte que républicains et démocrates, sur l'ensemble des grands enjeux qui étaient mariage gay, contraception, avortement, changement climatique, port des armes. En 1994, vous aviez eu évidemment des différences entre républicains et démocrates, mais un chevauchement sur la plupart des sujets. C'est-à-dire qu'il y a quelques démocrates qui pensaient que le port d'armes c'était génial et quelques républicains qui pensaient que le changement climatique ça existait. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, 20 ans après, qu'il y a une énorme polarisation et quelque chose qui m'a excessivement inquiété et qui doit être, à mon avis, un élément dans la réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elle s'est rendue compte que plus les républicains étaient éduqués, moins ils croyaient au changement climatique. Et ça, c'est assez contre-intuitif. Et je vous invite vraiment à regarder cette conférence parce que, en fait, elles se rendent compte que tout ce qui a été théorie du complot, tout ce qui a été les fake news et tout ce qui est le fait d'utiliser des experts, donc censés être des experts, et les faire parler sur des choses dont ils n'ont aucune expertise, a complètement détruit la croyance dans la science. Et je pense que ça, c'est excessif. On doit prendre ça en compte, c'est-à-dire que non seulement il faut, à mon avis, qu'on arrive à développer du savoir et à trouver des solutions et à les diffuser, mais qu'on fasse attention à toucher 100% des gens. Et je pense que ce sera une des choses dont on parlera aussi cet après-midi. Parmi les gens, il y a évidemment nos étudiants, mais il y a aussi toutes les parties prenantes externes, et je pense notamment aux médias. J'ai pas eu le temps de faire une petite étude, mais quand on a eu à peu près le même nombre, si je ne me trompe pas, de gens qui ont fait la marche pour le climat et de gilets jaunes le week-end dernier. Pour la marche pour le climat, c'était des gens vachement sympas qui faisaient des trucs rigolos. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un fil d'actualité dans le monde. Je ne me souviens pas que ça ait fait toutes les unes de tous les journaux. Et je pense qu'on a un vrai questionnement à avoir par rapport aux politiques, bien entendu, par rapport aux choses en interne, mais par rapport à ces parties prenantes externes, dont les médias. Et je pense qu'on travaille mal avec eux et il faudrait qu'on arrive à les nourrir. Et je n'ai pas la solution, mais je pense que c'est une vraie question. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Christophe, c'était une très très bonne introduction au sujet dont on va parler aujourd'hui. Je vais laisser maintenant la parole à Jacques Trainer, donc, qui nous a accompagnés tout au long de ce travail et qui pourra partager avec nous et avec vous ses expériences. Bonjour. J'ai 5 choses à vous dire. Donc, il y a 10 minutes, 2 minutes par chose. Et ce que je viens de vous dire là ne fait pas partie des choses en question, donc ça fait 6 si j'inclus ça. Alors, la première chose, c'est qu'il y a quelques semaines, Jean-Marc était invité à l'école des mines par les étudiants pour faire sa présentation générale sur l'énergie, le climat, les ressources, etc., etc. Bon, c'était très bien. J'y étais non pas pour écouter Jean-Marc, mais pour écouter la salle, parce que ce que dit Jean-Marc, je le connais un petit peu, mais la salle, je ne savais pas. Et il y a eu une discussion, donc comme d'habitude, mais il y a eu un moment tout à fait singulier. C'est en plein milieu de la discussion, quelqu'un au fond de la salle, par là-bas, là, un jeune qui a levé le doigt et qui, s'adressant à la salle et non pas aux gens qui étaient là, à la table ronde, a demandé qui connaissait la collapsologie. Et là, les 2 tiers de la salle ont levé le doigt. Tout le monde connaissait la collapsologie. C'était tout à fait frappant et je crois qu'il faut tenir compte de ça. Il
il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai traduit un livre avec ma douce compagne, un livre de Clive Hamilton, qui est un environnementaliste australien, et qui s'appelle « Requiem pour l'espèce humaine ». Et bon, en anglais, ça s'appelait Requiem for a Species. On disait pas humaine, mais c'était quand même ça, quoi. En français, il fallait bien dire Requiem pour l'espèce humaine. Et alors, Requiem pourquoi ? Parce qu'il fallait, disait-il, que l'humanité fasse son deuil avant de pouvoir repartir. Et faire son deuil de quoi ? Eh bien, faire son deuil de l'avenir tel qu'on l'avait imaginé. Voilà, et donc la collapsologie, c'est un petit peu ça. Et alors, bon, vous avez... Alors depuis, j'ai lu le bouquin de Pablo Servigne, qui est un biologiste tout à fait honorable, qui a fait une thèse dans le labo de José Alloy, là. Oui. Et donc, il sait ce que c'est que la science, et qui est tout à fait sympathique, et qui s'appuie, dit-il, sur les résultats scientifiques qui s'est appuyé pour se convaincre que voilà, on allait droit dans le mur. Alors, quand il cite les exemples montrant que oui, on est dans un système complexe et que là, il y a des feedbacks qui font que, etc., il y a des effets d'entraînement, alors il s'appuie sur ce qu'on appelle en physique des toy models, dont nous sommes très coutumiers, qui sont des petits modèles simples pour comprendre la complexité. Le type même de ces modèles simples, c'est le système de Lotka-Volterra. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à des gens ici, mais quand on veut comprendre la dynamique des populations dans un système éco-complexe, etc., alors on prend ce modèle qui date du début du XXe siècle et qui a été fait pour essayer de comprendre les fluctuations des populations de poissons. Alors, on ne le fait pas avec des poissons, en général, on le fait avec des poules et des renards. Alors, les poules se nourrissent de grains qu'elles picorent, et puis les renards se nourrissent des poules. Et donc, quand les renards mangent les poules, le nombre de poules diminue. Et donc, c'est pas bon pour les renards parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Donc, leur population commence à diminuer. Et du coup, les poules peuvent se remettre à croître. Et vous avez des évolutions comme ça, sinusoïdales, mais hors phase, qui vous permettent de comprendre comment des populations de ce genre interagissent entre elles. Et comme ensuite vous êtes dans des systèmes de taille finie, il y a toujours des fluctuations qui viennent se rajouter là-dessus. Et en fait, ce que donne le modèle quand on fait des simulations, c'est que tout le monde meurt. Parce qu'il y a un moment, il n'y a plus de poules, et donc les renards n'ont plus rien à manger, donc ils meurent, et puis les poules ne peuvent pas redémarrer parce que ressusciter des poules, ça n'existe pas. Donc, alors c'est très intéressant parce que ça fait comprendre. Mais maintenant, quand vous avez un vrai système dans lequel il y a des centaines ou des milliers d'espèces qui sont en interaction, ce modèle n'a aucune prédictivité, bien sûr. C'est totalement hors de portée. Donc vous avez compris quelque chose, mais si vous utilisez ça ensuite pour le projeter dans des situations réelles, ça ne va pas. Vous voyez ? Et donc il y a cette histoire que on utilise des modèles ultra simples de la complexité, ce qui est un petit peu paradoxal. Parce que si c'est complexe, les modèles doivent être un petit peu complexes aussi. Donc en fait, il n'y a aucune prédictivité dans ces choses-là. C'est très important, ça permet de comprendre, mais il n'y a aucune prédictivité. Et donc, quand on se précipite à partir de toy modèles comme ça sur la société et on dit que voilà, on va à la catastrophe, eh bien... on est dans la certitude de la catastrophe finalement, alors qu'on veut parler de systèmes complexes, et on est dans la certitude que voilà, on est dans le mur, et c'est la collapsologie. Et donc un des produits de cela dans la tête des gens, c'est de dire bon tout est foutu, et donc on se replie sur des solutions individuelles, locales, etc. Oui, c'est mon deuxième point. Et donc finalement, il y a un point de rencontre avec ce que développe la société aujourd'hui, c'est-à-dire un hyper-individualisme, et ce genre de conception de la collapsologie dans lequel c'est foutu, il n'y a plus d'échelle de temps, il n'y a plus d'action collective, le politique a disparu, il n'y a plus que des replis individuels possibles. Donc ça, c'est important quand on parle d'éducation, parce que je crois que c'est un vrai problème, parce qu'il y a quelque chose évidemment d'attirant dans le gouffre du collapse total, de fin du monde, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement attirant là-dedans, non, vous ne trouvez pas ? Fin du monde, c'est quand même pas mal. Alors, donc, ce qu'il faut opposer à ça, c'est, plein de choses bien sûr, mais c'est les ordres de grandeur et les règles de 3. C'est-à-dire... évidemment, c'est la fin du monde. Mais toute la question, c'est de savoir quand. Et ça, c'est très important de savoir quand. La fin du monde, c'est le symbole. Quand, c'est la politique.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant? Comment on prend le problème? Quelles sont les échelles de temps en cause? Et donc là, on ne peut pas se satisfaire de symboles. La politique se fait avec des symboles, bien sûr, et ça, on ne va pas changer ça. Mais la gestion d'une société ne se fait pas avec des symboles. On ne gère pas la société avec le symbole, on fait un Fessenheim. Je prends directement l'exemple qui fâche. Ou bien on ne gère pas l'agriculture en disant on arrête le glyphosate. Il faut regarder, c'est un petit peu plus compliqué que ça, donc il faut vraiment mouiller la chemise, mettre les mains dans le cambouis, etc. et regarder les choses avec les bons ordres de grandeur. Parce que, voilà, une société ne se gère pas avec des symboles. Et alors la dernière chose que je voulais dire, c'est que, en fait, ce dont on va discuter aujourd'hui, alors, il y a les problèmes et les solutions, d'accord? Les solutions, évidemment, elles dépendent du contexte de la discipline que les jeunes ont choisi, que les étudiants ont choisi. Donc, c'est pour ça que la plupart des choses concernant le développement durable, entre guillemets, c'est plutôt en fin de parcours. Enfin, on va le voir dans le rapport. C'est plutôt fait en fin de parcours et comme une espèce de supplément d'âme, quoi, qui est donné. Alors que ce qu'on voudrait, c'est l'état des lieux, c'est-à-dire les problèmes, avoir une vision à peu près claire de ce que sont les problèmes. Et les problèmes, ils ne sont pas différents si on fait du droit, si on fait de l'économie, si on fait de l'art, du théâtre, ou si on fait des sciences. Le diagnostic est le même. Et donc, si vous voulez, je crois qu'il y a une espèce de transposition possible entre ce qui se passe en lycée et collège, où on fait de l'éducation civique et morale, et ça on l'a fait pour tout le monde, hein, que le gamin se destine aux sciences ou aux lettres, on lui fait de l'éducation et morale parce que c'est la façon dont on conçoit de vivre ensemble. Eh bien, à l'entrée, mais ça c'est un thème de discussion, à l'entrée dans le supérieur, il faudrait pouvoir donner les éléments, l'état des lieux, quoi, de l'humanité dans la planète, et pour leur dire, voilà les petits, voilà ce qu'on vous donne, et débrouillez-vous avec ça. Il faudra vous débrouiller avec ça. Et là, il faut être spécifique. Et pas se précipiter sur les solutions, mais regarder les problèmes droit dans les yeux. Merci, et bonne journée.